life of a city boy. Oh yeah, que d'amour. Oh yeah, que jello. Oh yeah, que. Aujourd'hui, on va parler du livre Port-au-Prince Cotonou, un écho sans retour, écrit par Philomé Robert. J'ai refermé ce livre avec une certitude. L'auteur possède une des plumes les plus percutantes que j'ai pu rencontrer en 2025. C'est un style incisif qui gomme tout ce qui est inutile. Le cadre spatio-temporel est construit avec des touches poétiques. On a donc une poésie qui a un véritable rôle, qui va apporter une légèreté dans des moments un peu plus denses. Néanmoins, la structure demande un temps d'adaptation. En fait, moi, ce qui m'a peut-être un peu questionné au départ, c'est la vraisemblance de certaines situations. Et notamment dans les retours en arrière, j'avais l'impression que c'était pas forcément très réaliste ce que vivaient les jeunes, les deux protagonistes. Et donc au départ, j'étais un petit peu réservée. Mais cela s'est vite estompé parce qu'une fois que le rythme est adopté, une fois qu'on a compris un peu qui était qui, on va se plonger dans une sorte de projet d'actualisation, en tout cas moi c'est comme ça que je l'appelle, et c'est ce que j'ai le plus ressenti durant toute la fin de ma lecture, tout le reste de ma lecture. Je parle du projet d'actualisation de l'auteur. Alors pour moi, effectivement, le récit, il dépasse la simple fiction. Il devient une réflexion nécessaire sur l'indépendance d'une part, et aussi sur le retour des afro-descendants sur le continent. Alors le texte, il brille aussi par d'autres thématiques qui vont être abordées, par exemple l'effet de la vieillesse sur l'élan révolutionnaire. On va aussi pouvoir y lire une critique acerbe, mais très intéressante, sur la subalternisation des pouvoirs, c'est-à-dire comment les pays dominants, entre guillemets, les pays occidentaux, vont percevoir d'autres pays. Et donc justement, ça va permettre au lecteur de pouvoir encore actuellement observer les rapports coloniaux en fait, qui s'exercent encore. J'aurais bien aimé que l'auteur creuse un peu plus cet aspect-là de son texte. J'ai l'impression que ça a été un petit peu effleuré et c'est un peu dommage. Et pour finir, au niveau des personnages, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des personnages en constante évolution, qui sont tout le temps, en tout cas, portés vers le futur et non pas le passé. Ces deux protagonistes qui sont des combattants. C'est très rafraîchissant de voir que le livre refuse de s'enfermer dans un récit traumatique, victimaire. On est dans l'action, on marche vers l'avant, dans un espoir qui se construit par la lutte. Et c'est peut-être aussi là que réside mon seul petit bémol. J'aurais justement aimé une caractérisation de la lutte un peu plus précise. Je trouve que les personnages manquent parfois d'épaisseur. Justement, si les réflexions sociales et politiques que j'ai évoquées juste avant avaient été introduites dans les pensées et auraient fait corps en fait avec les personnages, je pense que le message, en tout cas le fond de ce roman, aurait marqué plus profondément ses lecteurs. Donc en résumé, j'ai une légère frustration sur le traitement psychologique des personnages, mais ça reste quand même un livre qui est remarquable de par son style, ça je pense que c'est son plus gros atout. Pour moi, c'est une lecture que je recommanderais, c'est une lecture qui dépeint une Afrique contemporaine, et pas que, sans passer forcément par du misérabilisme. Donc voilà, c'est assez intéressant, je vous recommande cette lecture. Mon avis sur Les Monts de Kong de C. Souboré Dali. Alors c'est une œuvre qui m'a profondément marquée, même si elle exige au début un effort d'immersion. Alors l'objet même de ce roman est fascinant puisqu'il nous invite à travers l'imaginaire des monts de Kong, cette fameuse chaîne de montagnes qui a hanté les cartes de géographie en Afrique au 19e siècle. Donc on découvre un dispositif narratif façonné en 5 récits différents qui, dans un premier temps, nous semblent bien se distinguer les uns des autres et puis au fur et à mesure, ils vont converger. C'est donc ce qu'on peut appeler un récit choral qui nous confronte à une multiplication de points de vue et c'est cela, je trouve, qui donne véritablement de la profondeur à l'intrigue. L'auteur manie adroitement l'écoulement narratif. On sent au fil des pages comment la toile du roman se tisse. Maintenant, une tension constante, ce besoin de comprendre les liens. On est en permanence en oscillation générique entre le conte merveilleux, l'anecdote burlesque et l'interpellation philosophique. Cependant, je dois l'admettre, la prose poétique est très dense. Le premier chapitre et peut-être une partie du deuxième ont un peu posé problème au départ. J'avais l'impression de faire face à une opacité textuelle presque vaporeuse qui faisait que j'arrivais pas forcément à me situer au travers des événements. On se perd à la fois un peu dans un style qui est très recherché, mais cette immersion un peu difficile au début finit par payer dès que l'on touche à des sections un peu plus ancrées, comme celle de Cise à la 3e partie du roman. Alors pour moi, c'est dans la symbolique que le roman prend toute sa dimension. L'œuvre se mute presque en un véritable texte hermétique, un roman à clé. Prenons l'exemple du bousier. Pour moi, c'est en quelque sorte un symbole de force vitale et de régénérescence. Mais l'auteur, ce qui est intéressant, c'est qu'il en révèle un paradoxe symbolique. Ce même bousier, il vient aussi hanter Mawaba au cours de ses cauchemars, lui rappelant alors un passé traumatique.
J'ai pas assez le temps de développer sur les symboliques du roman, mais j'en ai trouvé un peu par-ci par-là, et je trouvais que c'était justement hyper intéressant de développer ensuite une réflexion par rapport à ça. Les personnages ne sont pas de simples figures, ce sont aussi des foyers idéologiques. Ocha incarne la révolution, Gochinango la pensée intellectuelle, Dembobo le pouvoir, Mawaba la quête de justice. Ils forment une véritable cartographie des idées qui est très agréable à la lecture. L'auteur utilise donc un cadre géographique mythique pour y insérer un cadre historique et social ayant bel et bien existé. Je fais référence aux organisations coloniales. C'est assez intéressant puisqu'il va actualiser cette histoire pour amener à une réflexion essentielle: que faire de ce passé? Cela culmine justement dans une des scènes où Mawaba assiste à la profanation d'une statue. Ce passage justement interroge ce qu'on va appeler maintenant la justice mémorielle. Pour moi, les Monts de Kong sont une lecture exigeante mais essentielle sur l'invention du monde, la mémoire et la résurrection. Et donc je recommande cette lecture fortement. Alors, lire La maladie sans nom de Timba Bema, c'est un peu comme entrer dans une maison bourgeoise où tout semble solide, mais où au final, le silence pèse plus lourd que les meubles. Merci de m'avoir donné l'opportunité de lire et de donner un avis critique sur ce roman. Donc dans ce roman, on suit l'histoire du personnage principal Nyango, cette jeune fille qui est exilée à Leipzig, qui est pianiste, qui va nous raconter la déchéance de son père, un homme influent piégé par une machine politique absurde. Mais au-delà en fait de ce sujet, le roman va toucher à un sujet bien plus lourd, celle d'un système qui est rongé par la corruption politique, la corruption sociale, mais en fait on comprend très vite que cette corruption, on pourrait même l'appeler corruption du cœur. Alors ce qui frappe dès les premières pages, c'est cette fluidité de l'écriture. Il ne se contente pas seulement de nous décrire les lieux, mais il nous les fait ressentir. Par exemple dans la description du jardin familial, ou dans la description de la bibliothèque, on voit s'étaler les bibliothèques, les nombres de livres, on voit s'étaler le jardin de la mère de la protagoniste, donc c'est très agréable. Et cette qualité poétique, c'est sûrement ce qui rend toute la lecture très agréable, même quand le sujet va devenir de plus en plus sombre. Alors, le cœur du roman, c'est un peu cette famille de 5 personnes qui portent en elles chacun une facette différente de la tragédie. Alors il y a Nyango, la personnage principale, elle c'est la Benjamine de la famille. Pour moi, elle incarne cette sorte de maturation forcée face aux événements qui vont lui tomber dessus. On voit vraiment comment le contexte politique d'un État peut plonger, peut amener en fait à une évolution identitaire très rapide. Et puis donc il y a ses frères et sœurs, Christabel et Jacques-Ange, eux deux aussi à leur manière, ils vont réagir différemment. Donc voilà, on a cette sorte de famille hétérogène où on peut retrouver des profils très différents. Et donc face à eux, on a ce père qui est très noble par sa façon de vivre et qui va être brisé par une maladie non pas médicale, mais une maladie morale. Alors au niveau de la structure du roman, j'ai une petite réserve peut-être sur le rythme. Je trouve que la première partie est très prenante, on a très envie de savoir la suite, en plus combiné avec la poétique du roman, c'est très agréable. Et puis à partir de la deuxième partie, on commence à avoir peut-être des petites longueurs, et ça contraste énormément avec cette fin sur les 25 dernières pages, qui est très abrupte. On va avoir une fin presque galopante, et pour moi, la disparition des parents, elle est peut-être traitée avec un peu trop d'implicite. J'aurais adoré que l'auteur, peut-être il s'attarde un peu plus sur le deuil des enfants, ou alors sur la douleur face à leur absence, en fait. Parce que ça nous aurait permis de comprendre le poids du sujet de la corruption. Qu'est-ce que la corruption modifie dans la vie de chacun. Et là, je trouvais que c'était vite un peu effacé, qu'on passait vite à autre chose. Alors le roman, il a des qualités bien autres. Par exemple, je trouve que les passages de fantastique sont très intéressants. Le roman penche entre le réalisme, il a forcément un ancrage réaliste, mais par moments on s'écarte un petit peu de ce cadre et on va par exemple découvrir cette chatte qui accompagne le personnage principal, qui est une symbolique pour moi de sa maturité, qui arrive et qui l'accompagne de plus en plus au fil du roman. Et le moment qui m'a sans doute le plus ému, c'est le moment où vous avez 4 agents qui portent à la fin le nom de 4 grands piliers de la littérature camerounaise, Mongo Betty, René Philombe, Patrice Caillot, vous avez Isaac Moumé Etia aussi. Donc en fait, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que pour moi c'est un peu un coup de maître. C'est-à-dire que sur le moment, vous avez le docteur, le personnage du docteur et le personnage du conducteur qui ne comprennent pas pourquoi ces agents pointent le soleil du doigt. Et en fait, c'est une sorte de clin d'œil pour moi de l'auteur au lecteur. Les lecteurs en tout cas peut-être avisés de la littérature camerounaise, mais c'est très agréable. Et citer juste le passage, sans se gêner, ils déclarèrent qu'ils avaient soif, pointant du doigt le soleil qui dardait le monde de ses rayons. Et pour moi, ce soleil, c'est le soleil des indépendances en fait. C'est une symbolique, c'est ce soleil des indépendances qui n'a pas vraiment fini d'éclairer le pays, puisqu'on le voit encore aujourd'hui, beaucoup de pays sont mangés par cette maladie de la corruption. Et c'est justement un clin d'œil, c'est une manière très subtile et très appréciable d'inscrire son roman dans une lignée, dans une tradition de lutte et de pensée. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce passage-là, je l'ai relu plusieurs fois. Il est très court, mais ça fait toute la différence en fait. C'est ça qui fait toute la différence avec un roman plutôt basique, et un roman qui se sert de référence, qui ancre son œuvre dans une mémoire collective. Donc je recommande ce livre. Moi personnellement, je suis franco-camerounaise, donc ça m'a aussi permis de découvrir un peu plus de ma culture, une culture auquel en France je n'accède pas. Parce que voilà, on est vraiment ancré au Cameroun, et aujourd'hui pour des personnes issues de la diaspora, c'est compliqué de vivre une culture qui est si loin. Donc moi, c'est peut-être pour ça aussi que je suis assez sensible en tout cas à cet écrit. Donc je vous le recommande, j'ai beaucoup apprécié, ça a été une très bonne lecture. Pour finir, je tenais à préciser que je trouvais que c'était une sorte d'ode
peut-être à l'art. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai perçu la fin précipitée, qu'au lieu de s'attarder sur cette corruption, d'apporter, en fait l'auteur apportait une sorte d'espoir, l'espoir de la liberté, l'espoir de l'accès à la liberté par l'art. Lui-même a choisi en fait l'écriture hein, pour la liberté d'expression, pour pouvoir s'exprimer sur ce sujet, mais on en revient à Nyang'o qui utilise elle la musique. Hein. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé aussi cette fin quand même, qui donne pas vraiment toutes les réponses, mais qui nous reconnecte de manière très puissante à une identité et à une histoire. Voilà, donc merci beaucoup pour cette œuvre et merci beaucoup de m'avoir donné la parole encore une fois. That's the life of a city boy. Oh yeah, que, damn, oh yeah, que.